Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Jean-Marie Tiercelin, président de l'ICRA Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la l'ICRA et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette association ? Alors, ce qui m'a donné envie de m'engager, je crois que c'est, j'ai envie de dire presque depuis toujours, depuis que je suis étudiant, même un peu avant, c'est cette envie de comprendre ce qui se passe, notamment quand c'est un peu hard, un peu violent, et puis surtout d'aller vers les autres. Je crois que c'est une volonté comme ça et un désir qui vient de loin. Et quelle est l'histoire justement de l'ICRA ? Alors la LICRA, au niveau national, la LICRA c'est une association qui a été créée à la fin des années 20, qui s'appelait à l'époque la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, juste avant une période, les années 30, un peu complexe, on va pas détailler. La LICRA, évidemment, a cessé ses activités pendant la guerre. Après la guerre, elle a redémarré assez vite, à la fin des années 40, début 50, et très, très rapidement est devenue la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est comme on dit chez nous, une vieille dame qui a un peu plus de 90 ans. On va pas tarder à fêter son centenaire. Et la LICRA est organisée avec des sections un peu dans toutes les grandes villes de France. Donc aujourd'hui, il y a près d'une cinquantaine de sections, dont celle de Rouen. Et quels sont les objectifs de l'association au quotidien ? Est-ce que vous accueillez et accompagnez les personnes victimes de racisme ou d'agressions, d'insultes, antisémitisme ? Tout à fait. C'est une des premières missions, enfin pas la seule, on y reviendra certainement, mais pas la seule, mais c'est une des premières missions, c'est l'accueil et l'écoute des victimes. Donc les victimes, elles prennent contact directement avec nous sur Rouen, ou elles prennent contact par mail, entre autres par message, via Paris, qui nous redescend quand ça concerne une victime qui est sur notre territoire, entre guillemets, notre zone d'action, qui revient vers nous. Donc écouter les victimes, comprendre ce qui se passe, les conseiller et les accompagner si elles veulent aller dans une démarche plus... Pourquoi pas jusqu'à un procès, ce qui est très rare quand même. Voilà, vous êtes en capacité justement de les diriger vers les bonnes structures ou les informer sur leurs droits justement quand ils sont victimes de racisme. Dans notre section, on parle de section, dans notre section de Rouen, on est une trentaine de membres et il y a cinq avocats. Donc c'est les avocats membres de la LICRA aident, soutiennent, accompagnent et bénévolement et gratuitement les victimes. Et quel est le public visé par la LICRA ? Est-ce qu'il y a seulement les victimes ou est-ce que vous aimez ou est-ce que vous avez développé justement cette sensibilisation ? Oui, l'accueil des victimes, une des premières missions. La deuxième, c'est le travail, c'est on fait des interventions en milieu scolaire, lycée, collège, école. On travaille des clubs sportifs avec d'autres associations de toutes sortes. Donc c'est de faire un travail d'information, d'échange beaucoup. Moi j'aime beaucoup, par exemple dans les lycées, c'est quand ça part toujours de l'initiative d'un enseignant qui décide de faire travailler. Très souvent parce que c'est dans le programme de l'année, que ce soit en collège ou au lycée, de travailler sur ces sujets-là que sont le racisme, que souvent aussi on parle beaucoup de laïcité, on pourra peut-être y revenir. Aujourd'hui c'est un sujet assez évident. Donc des enseignants qui travaillent avec un groupe d'élèves sur ce sujet-là nous demandent d'intervenir. Donc nous, dans un premier temps, on peut fournir beaucoup de documentation. On est un peu un lieu ressource aussi pour les aider à travailler. Et puis à un moment, on vient et on a un échange avec un groupe, une classe de 25, 30, 40 élèves sur les questions. Donc c'est des débats très, 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 très intéressants. Et justement, débattre avec la jeune génération, ouais. Qu'est-ce que ça a comme impact ? D'abord, moi j'en ressors à chaque fois reboosté parce que ce soit des collégiens ou que ce soit des lycéens, ils ont aujourd'hui très souvent une capacité de réflexion, d'analyse et de construction d'une pensée, d'un débat, et c'est vraiment des moments vachement intéressants. Et puis c'est aussi les faire discuter entre eux, parce qu'au sein d'une classe, si on prend un lycée avec des garçons et des filles qui ont 16, 17 ans, il y a des vues différentes. Donc c'est leur permettre de débattre sereinement, tranquillement, de s'écouter et puis de faire avancer les choses. Alors le racisme est un terme assez vaste. Hein. Donc quand commence le racisme ? Quand commence un acte raciste ? C'est quand on rejette un autre ou une autre en prenant comme prétexte
sa religion, sa couleur de peau, son origine, il vient d'Afrique, il vient d'ailleurs, il vient de je ne sais où, il pense pas comme moi, il vit pas comme moi, et voilà, c'est exclure un autre parce qu'il est différent de moi. Et sur une base très précise, qui est totalement extérieure, parce que l'autre est, une nouvelle fois, pas la même couleur que moi, où il a une autre religion, où il a, etc. Donc ça comprend à la fois les insultes, les agressions, et aussi, quand on refuse un job aussi à quelqu'un, c'est aussi ça, un acte raciste? Tout à fait. Les cas que l'on a, les victimes qui viennent vers nous, c'est, parfois j'ai envie de dire, c'est des problème de voisinage, c'est le voisin du dessus ou le voisin du dessous qui ne pense pas comme moi ou qui n'est pas tout à fait comme moi et que j'insulte sur cette base-là. Mais au départ, c'est parce que, on n'est pas obligé d'être amis avec tous ses voisins, hein, mais donc parce qu'il m'énerve, donc je vais le traiter de sale ceci, sale cela, ou je vais m'attaquer aux enfants, ce qui est très très courant. Dans l'escalier, on va insulter les gamins, sale petit-fils d'eux, etc. Quoi. Donc, il y a ces cas-là. Après, on peut trouver aussi ça dans l'entreprise. C'est un autre terrain. On peut trouver ça partout, dans la rue, partout. Et pour lutter contre le racisme, on l'a évoqué, hein, vous misez sur la prévention et la sensibilisation. Ouais. Est-ce que ce sont des méthodes qui fonctionnent ? Oui, oui. Je dirais qu'aujourd'hui, comme peut-être depuis toujours, mais peut-être que là, aujourd'hui, c'est parfois un peu plus courant. C'est un peu sans fin, hein, cette histoire-là. Donc, nous, notre travail, très souvent, c'est de faire de la médiation au départ. Quand c'est un problème de voisinage, ou quand c'est dans une entreprise, ou quand c'est dans un milieu comme ça, un lieu qu'on peut un peu cibler très précisément, c'est d'essayer d'engager la discussion et de parler. Et parfois, on se rencontre. Ce que je veux dire là n'excuse rien, mais que c'est de la bêtise, que c'est quelque chose, ou quelqu'un qui est lui-même dans une situation difficile, douloureuse, qui se défoule avec ce type de... Donc on arrive à calmer les choses. Donc ça, c'est le premier point. Après, quand c'est beaucoup plus... Parce qu'il y a aussi des propos, des actes racistes qui sont menés par des personnages ou des groupes qui ont une pensée très structurée et très organisée et qui ont un projet derrière. Donc là, le débat et la discussion, on peut évoquer les groupes identitaires, on peut évoquer... Alors justement, hein, l'actualité en ce moment met en exergue un petit peu ce fléau hein, qui est le racisme sur les réseaux sociaux ou à l'occasion des présidentielles 2022. De nombreuses personnes en sont victimes. Peut-on craindre une augmentation du racisme en vue des débats à la présidentielle et notamment sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Parce que ça facilite, on emploie souvent cette formule-là, mais la libération de la parole, quoi. Certains qui, savaient pas trop, ils auraient pu employer des... Mais quand ils entendent il ou elle à la télé tenir des propos très forts contre certaines catégories de la population, forcément, ça... Si on entend ça à la télé, moi, dans ma rue, dans ma cage d'immeuble, dans mon entreprise, je peux me permettre aussi de le dire, quoi. Donc, c'est un peu basique ce que j'ai là, mais c'est une réalité, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Et vous avez pour ambition, justement, au sein de la section de Rouen, de montrer aux personnes donc de Rouen et territoires alentours qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent être écoutés et informés. C'est important pour vous, justement, de leur montrer ça ? À chaque fois, merci pour m'avoir invité, mais à chaque fois qu'on peut... Voilà, c'est un exemple de plus, quoi, et qui nous aide. À chaque fois qu'on peut, par tout moyen, tout média possible, tout vecteur possible, poser ces questions-là, ce que je disais dans les lycées, à chaque fois qu'on peut débattre avec des jeunes, avec des gamins qui... Parfois, certains sont... Moi, j'en dis toujours... La parole va être totalement libre. On ne sera pas forcément d'accord, mais il faudra qu'on essaye de s'écouter au minimum et puis de se parler, quoi. À chaque fois, quand on arrive à se parler, ça va déjà mieux. Moi, je vois ça souvent dans des cas dans un immeuble ou ailleurs. Quand on arrive à refaire parler les gens, généralement, ça s'arrête. Merci. Là, c'est une façon comme une autre de plus de pouvoir parler, quoi. Et finalement, cette phrase « aimons-nous les uns les autres », c'est une phrase très actuelle et qu'il faut mettre en avant. Elle est belle, elle est sympa.
là, elle est un peu pleine de petites fleurs, mais elle a du sens, quoi. Allons, surtout, ne rejetons pas l'autre parce qu'il n'est pas comme moi. Et bien justement, on va finir là-dessus. Aimons-nous les uns les autres. Merci beaucoup, Jean-Marie Tiercelin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'ICRA Rouen. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site licra.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.